Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Haricots Verts Zanib Mohammad de Decathlon. Bonjour Zanib. Bonjour. Zanib, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être directrice technique textile chez Decathlon? Oui, avec plaisir. Zanib Mohammad, j'ai 30 ans. Je suis arrivée chez Decathlon il y a à peu près 4 ans et demi après un parcours d'ingénieur textile. Donc j'ai fait HEI spécialisé plutôt sur la partie textile. Et en fait, je cherchais un premier stage et donc j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez Decathlon dans la partie yoga, donc ingénieur produit. Suite à quoi en fait je suis repartie en dernière année et quand je suis revenue, je me suis dit en fait j'aimerais bien aller un peu plus dans le détail, le côté un peu plus production industrielle que la partie plutôt assemblage. Je voulais un peu voir tout avant de décider ce que je voulais absolument faire sur le textile. Donc du coup suite à ça j'ai eu l'opportunité de remplacer quelqu'un en stage sur la partie ingénieur composants et technologiques et un poste chez Decathlon qui est spécialisé sur la partie textile. Donc moi je travaillais sur tout ce qui était maille naturelle et en fait j'ai été prise et j'ai continué sur ce poste-là durant à peu près 3 ans et demi. Et il y a à peu près 1 an et demi j'ai changé de position et j'ai pris la position de directrice technique sur le textile. Donc c'est un poste de manager sur l'animation en fait des ingénieurs composants. Et donc dans mon équipe, on va avoir des personnes qui vont être à la fois spécialisées sur la partie synthétique et naturelle. Donc en fait, on a quand même une vue assez globale et on est spécialisé principalement nous sur des produits qui vont faire la gestion de transpiration et tout ce qui va être limitation des odeurs, principalement pour des produits type t-shirt, leggings, shorts, etc. chez Decathlon. Donc nous on va venir servir en fait les sports de Decathlon pour pouvoir concevoir les produits finis derrière. Ok, voilà, super clair. Du coup, donc nous on s'était rencontrés au tout début avant que je lance le podcast, etc. Tu m'avais vachement aiguillé sur des grands sujets qui, finalement, au cours de mes interviews, m'ont montré qu'ils étaient essentiels. Donc je suis hyper ravie de t'avoir aujourd'hui. Je voulais, donc avant qu'on parle textile, technique, etc., quand je t'ai parlé que je m'intéressais à la teinture végétale, tu m'as donné quelques retours et en fait j'aimerais que tu fasses la même chose. C'est à ton avis, qu'est-ce que tu penses toi de la teinture végétale? Est-ce que vous avez fait des essais chez Decathlon? Comment vous en êtes sortis? Et voilà, me dire un petit peu ton retour d'expérience sur ce sujet-là. Ouais, chez Decathlon, c'est un sujet qui est en cours aujourd'hui et qu'on explore parce on explore énormément de sujets dont celui-ci. Je pourrais pas forcément aller dans le niveau de détail forcément que tu souhaites, mais je vais partager en tout cas les grandes directives. Donc nous, on étudie effectivement tout ce qui est teinture végétale parce qu'à un moment donné, on a vu que c'était un peu aussi un rebond sur le marché. On commençait à voir apparaître pas mal de choses au niveau de l'industrie. Des options alternatives en fait à tout ce qui était produits chimiques et on s'est intéressé à la chose et on est encore en train d'étudier en fait cette partie-là parce que nous le but en fait c'est de identifier finalement le réel impact que ça peut avoir sur l'ensemble de ton processus de fabrication du textile et le réel gain que ça peut t'apporter. Donc aujourd'hui on a fait pas mal d'essais, on est en train d'améliorer en fait les essais pour obtenir finalement des résultats qui sont qui en fait vont bien avec nos standards de Decathlon parce que nos standards sont en termes de durabilité qualité sont un peu hauts et donc en fait c'est un peu la difficulté parce qu'on va chercher des matières en fait qui viennent vraiment ça peut être des plantes, des fruits, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir c'est que chez Decathlon on s'autorise pas à aller chercher en fait des ressources alimentaires. Donc en fait on va être assez limité aussi sur cette palette là parce que nous on a en fait des contraintes à respecter à ce niveau-là. Et donc du coup l'objectif c'est de pouvoir proposer une palette qui soit assez enrichie mais qui à la fois correspond bien à nos standards avec une manière d'appliquer la technique de la teinture végétale
qui permettent de réduire en fait tout ce qui est consommation en eau et en énergie. Donc en fait la balance entre ces trois-là, c'est assez compliqué. Donc on essaie de aussi ramener en fait les sports de Décathlon avec nous pour pouvoir mettre des produits en magasin où on pourra en fait montrer que la teinture végétale sur une gamme de coloris est aussi intéressante en fait que la teinture chimique. Pour le moment, ce qu'on a noté, c'est que la teinture végétale ait un intérêt important sur la partie recyclabilité de l'eau qui est rejetée sur les eaux en fait dans la partie teinture. Et on essaye de voir en fait si on peut combiner des manières d'appliquer pour essayer d'aller plus loin et d'avoir un réel impact en fait sur la manière dont on produit tout aujourd'hui. D'accord. Donc, tu as parlé de plein de choses et je vais revenir dessus. Donc, tu as parlé tu as dit, on va voir si la teinture végétale a des gains. Entre guillemets, tu voulais parler justement de réduction d'impact entre une teinture synthétique et une teinture végétale. Et tout ça, tu le fais par analyse de cycle de vie, je suppose. C'est ça votre driver? On va un peu plus loin. On fait vraiment des mesures sur le terrain en fait de chaque étape. Sur chaque machine, on va avoir des capteurs et en fait, on va relever l'information. Et donc ça, c'est un gros travail. Pour qu'on soit au plus proche de ce qui se passe en réalité dans nos usines. Et oui, il y a des cycles de vie, mais en fait, en fonction du référentiel, tu vas avoir des résultats qui vont être plus ou moins différents. Et donc, nous, on a décidé de prendre plutôt cet axe-là pour être un peu plus, vraiment pouvoir comparer aussi ce qui se fait en dehors de la teinture végétale sur l'ensemble de nos actions. Et en fait, donc, on commence à travailler énormément la partie data, ce qui est ultra important, pour qu'on puisse en fait, après, prendre les meilleures décisions. Ok, d'accord. Donc ça, je comprends mieux. Donc tu vas au-delà de l'analyse de cycle de vie avec des capteurs, donc des mesures précises que tu as. Donc il y a pas de choses qui sont biaisées. Tu peux vraiment analyser tes choses. Tu as parlé aussi de vos critères d'exigence chez Décathlon. Donc en fait, ça se retranscrit dans vos cahiers des charges, je suppose. C'est oui. Ça dont tu parles. Et en fait, on a eu beaucoup d'intervenants sur le podcast qui disaient que effectivement, il y avait des cahiers des charges de certaines entreprises qui étaient assez exigeants. Et par exemple, tu vois, on a eu le cas d'une entreprise donc anglaise, donc Pincroft, qui travaillait, tu vois, notamment sur les uniformes. Et elle expliquait que elle, pour que un test couleur passe, il fallait que ça résiste à 100 lavages à plus de 60 degrés. Et elle disait bon, c'est vrai que c'est un peu excessif, etc. Peut-être que des fois les cahiers des charges pourraient être allégés, mais en gros, on a réfléchi donc sur les cahiers des charges. On s'est rendu compte qu'il y avait des couleurs qu'on appelle grand teint. Donc tu sais, l'indigo, la garance, réseda, etc., qui permettent donc une tenue, on va dire au lavage, à la lumière, etc., plus importante. Est-ce que vous, dans vos critères, donc tu as parlé de transpiration, donc liée avec on va dire de l'eau avec un certain pH, et odeur, donc là je sais pas trop, j'ai pas d'idée, mais en gros vous, c'est quoi vos c'est pas la tenue à la lumière qui vous intrigue, qui vous inquiète parce que vous savez qu'on a des réponses là-dessus, c'est plutôt ces autres critères qui font que c'est compliqué pour votre cahier des charges? Pas forcément. Nous, par rapport au marché, ce que tu viens d'évoquer, on a aussi les mêmes problématiques parce qu'on a tenue à la lumière, on va avoir tenue à la sueur lumière aussi parce qu'on va avoir des sports qui vont être exposés à l'extérieur. Et on a des sports qui sont en indoor et d'autres en outdoor, donc forcément la manière de stresser la matière n'est pas la même et donc le coloris. On va avoir aussi tout ce qui va être tenu au lavage, tenu à donc lumière artificielle aussi, donc tout ce qui va être en magasin si c'est stocké longtemps, etc. Donc tous ces critères-là, il y a un minimum en fait dans nos cahiers des charges à respecter. Et ensuite, forcément, on sait que des fois il y a des limites et donc en fait c'est pour ça qu'on vient aussi faire des tests d'usage terrain avec nos sports pour être sûr qu'en fait dans l'usage dans lequel on veut vendre le produit, ça c'est vrai pour tous les produits, donc dont les produits à la teinture végétale, c'est pareil. En fait, on fait passer des tests aussi terrain utilisateur pour voir en fait finalement dans la vie réelle comment ça se comporte. Donc en fait, on a vraiment les deux notions là, vraiment test usage terrain et à la fois nos tests standards chez nous. Il y a certains standards sur lesquels c'est en minimum, on n'ira pas plus loin, et après sur certains axes, tout ce qui va être lié effectivement à la tenue de la couleur stressée sous différents trucs, lumière, sueur, etc. En fonction, on va faire une analyse de risque. C'est quoi le risque en fait sur mon produit? Et en fonction de ça, sur certains points, on est prêt à prendre certaines décisions pour se dire ok, je comprends que ça c'est quelque chose de nouveau et qu'il faut peut-être faire une concession là-dessus. Mais notre objectif c'est de quand même tenir au maximum le standard. C'est pour ça en fait ce projet chez nous prend du temps
parce qu'on retravaille avec les fournisseurs en fait de différents pigments pour aller chercher la bonne recette en fait qu'il faudrait pour que ça tienne bien au lavage, parce qu'il y a cette notion de durabilité aussi qui rentre en jeu de plus en plus sur le marché. La durabilité, c'est une norme qui va être écrite et qui est en train d'être pondue. Et en fait, on aimerait bien aussi que nos produits rentrent en fait dans cette norme-là de durabilité. Donc, comment on fait pour que quand on va chercher en fait des matières un peu comme ça ou des nouvelles manières de teindre, qu'on tienne aussi une certaine durabilité, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce que je teigne quelque chose avec de la teinture végétale. Donc, j'ai un certain gain qui reste quand même assez faible par rapport à l'impact qu'on a aujourd'hui sur nos process. Si pour que mon utilisateur n'aime plus le produit parce que je sais pas, le coloris est parti, le produit s'est dégradé, etc., et qu'il le jette au bout de 6 mois, et j'ai aucun intérêt à faire ça aujourd'hui. Nous, on garantit 2 ans notre produit, et l'objectif, c'est au minimum d'aller chercher ces 2 ans, voire plus, en fonction de comment est-ce qu'on mûrit en fait sur le marché. Et on travaille du coup avec les fournisseurs, ces différents fournisseurs, pour pouvoir aller chercher ce genre de performance. D'accord, ok, bon, bah ça c'est super clair. Donc tu as parlé aussi d'un rebond sur le marché. Ça veut dire que donc le podcast est vraiment dédié à la couleur végétale, donc j'essaye de voir est-ce qu'il y a voilà une ébullition. Enfin, en tout cas, c'est ce que je suis en train de percevoir en ce moment. Toi, tu confirmes que sur le marché, il se passe des choses sur un retour à la teinture végétale? Il se passe, oui, des choses végétales, teinture avec des bactéries. Avec des déchets de parfum, on voit plein de choses en fait arriver sur le marché. Ça reste quand même des petites choses de niche, donc nous on l'étudie. C'est pas quelque chose qu'on va forcément déployer partout chez Decathlon, mais ça, on l'étudie pour rester en fait connecté et se dire on peut proposer aussi ce genre de produit à nos utilisateurs tant que ça correspond bien en fait aux performances attendues dans le domaine du sport. Donc il se passe des choses sur le marché parce qu'il y a toute une tendance où les personnes veulent revenir à un peu tout ce qui est biosourcé, tout ce qui est plus naturel. Il y a vraiment une grosse démarche. Là, on a été à l'ITMA en Italie au mois de juin, et en fait, on voit énormément de choses. Alors, sur la teinture végétale, il y avait aussi des fournisseurs qui étaient présents. Il y avait aussi énormément de fournisseurs sur tout ce qui était source biosourcée. Comment je réutilise aussi mes déchets. J'ai vu un fournisseur qui avait qui récupérait les produits finis et qui les triait. Alors c'est vraiment au stade laboratoire pour le moment, et en fait il réutilisait la matière en la déchiquetant pour refaire de la poudre pour pouvoir teindre derrière. Donc c'était assez intéressant. Pour l'instant ils sont vraiment au début en fait de l'idée, donc il n'y a pas du tout de produits industrialisés, etc., mais ça reste en fait le marché est en train de se transformer. Et alors, selon toi, c'est quoi? Est-ce que c'est les textes de loi, la loi AGEC, toutes les lois qui sont en train de se durcir, qui font que les entreprises bougent, ou est-ce que tu penses que ça commence à venir du consommateur qui veut moins de saleté ou des process plus vertueux qui bougent aussi les marques? C'est quoi selon toi? C'est plus la loi ou plus les consommateurs qui se mobilisent? Moi, j'aurais tendance à dire c'est vraiment un mix des deux. La loi fait que ça nous fait accélérer finalement dans le process. Mais les consommateurs, c'est vraiment la base, c'est vraiment eux qui nous poussent en fait le mode de consommation. On l'a vraiment vu après le Covid, on a refait des études, on a vu que ça a commencé à changer, on sent aussi les différences en fait en magasin, on sent tout ça, et en fait c'est vraiment le consommateur qui nous pousse, et ces lois-là en fait finalement elles vont bien dans ce sens-là, et ça nous permet en fait finalement de entre guillemets mettre un peu un coup de pied au pied aux industriels pour se dire bon bah là il faut vraiment y aller quoi, parce que t'as des industriels qui ont commencé à travailler sur le sujet, t'en as d'autres qui sont sur d'autres sujets, mais maintenant en fait à chaque fois que j'en rencontre, ils ont tous des axes en fait d'éco-développement, éco-design, des axes, des stratégies assez green sur comment je transforme ce que je faisais avant à quelque chose de plus green, parce que c'est un besoin du consommateur. Et il y a de plus en plus en fait cette volonté de le communiquer aussi, et en fait du coup la pression est plus forte en fait, vu qu'on va le communiquer. Du coup, il y a besoin en fait d'avoir des datas, il y a besoin d'avoir vraiment des choses très concrètes, il y a besoin de se mettre en avant pour pouvoir garder en fait une part sur le marché, sur le sujet. D'accord. Ok. Bon, donc on comprend que donc le marché est en train de bouger. Vous, Decat, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que bah voilà, vous êtes en train de regarder ça. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, que ça bouge, etc. Sinon, je pense que vous êtes toujours au fait de tout ce qui se passe. Vous regardez, comme tu disais tout à l'heure, les niches. Mais si vous vous intéressez au sujet, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ma question, c'était pour toi,
qu'est-ce qui ferait, quels seraient les leviers à lever pour que plus de marques donc vous c'est du textile sport, mais plus de marques de textile s'interrogent sur la couleur végétale? Je pense aujourd'hui c'est la maturité du process, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. C'est le fait que en termes de proximité en Euromed, on n'a que quelques acteurs qui se mettent pas forcément toujours très en avant. Et après, je pense que c'est chaque marque qui devrait avoir aussi sa propre stratégie pour avancer sur le sujet, identifier en fait c'est quoi le vrai besoin ou qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour son consommateur. Nous, on a dû aller chercher et creuser pour pouvoir identifier en fait différentes marques et aller plus loin pour se dire bon bah comment on emmène le projet, etc. Et c'est pas très simple parce que c'est pas assez fluide. On n'a pas forcément ce qu'il faut à chaque fois à l'instant T ou à l'endroit qu'il faut pour pouvoir faire l'ensemble du processus qu'on souhaite faire. Quand on veut faire nos essais, on va avoir une partie faite peut-être des pigments à un endroit, l'essai on va le réaliser à un autre endroit, mais du coup il n'y a pas forcément les machines adaptées. Il y a aussi le savoir-faire parce que les industriels qui font l'application c'est pas ceux qui font le pigment. Donc il y a le savoir-faire derrière, c'est comment est-ce qu'on maîtrise ce genre de choses, c'est quoi les différents profils de teinture qu'on va du coup appliquer. Il y a tout ça en fait, il y a tout un accompagnement pour que en fait ça devienne de plus en plus mature, et au plus ce sera mature, plus en fait ce sera facile de le mettre en avant aussi. D'accord. Et est-ce que donc Decathlon, c'est des volumes astronomiques, enfin vraiment par rapport à des petites marques que je reçois, c'est vraiment vous des gros volumes. Votre démarche, elle serait de faire ce procédé. Enfin, comment vous voyez les choses? Est-ce que votre idée c'est de faire des pigments qui soient par exemple français, ou des pigments qui soient par exemple d'un grand pays acteur, par exemple l'Inde, pour avoir les usines de transformation à proximité comme tu dis? C'est quoi votre schéma en fait? Vous vous dites on essaye de tout regrouper au mieux pour avoir les pigments, les transformer sur place avec les bonnes personnes et avec le textile qu'on a peut-être là-bas, ou est-ce que vous avez aussi dans la tête de vous dire bah tiens, il se passe des choses en France, il y a des acteurs, il y a, tu vois, on reçoit sur le podcast des agricultrices, on a des transformateurs, on a des fabricants, on a des gens qui font des machines, etc. Est-ce que ça vous vous dites il y a moyen de faire une partie en France, ou aujourd'hui vu vos volumes c'est compliqué? Alors, en fait, on explore un peu tout. On explore ce qui se passe en Europe, que ce soit en France, que ce soit aux alentours, ou bien ce qui se passe aussi en Asie, parce qu'on a des magasins partout. En fait, donc nous, il n'y a pas de, on ne décide pas de faire à un endroit précis. Nous, vraiment, on le fait là où on peut faire, au plus proche en fait de la zone où on veut aussi vendre nos produits. Pour commencer, et ensuite la deuxième chose, c'est aussi pour l'instant on est en exploration, donc on est en train d'essayer de comprendre aussi en fonction des différents industriels avec qui on travaille lesquels sont meilleurs. Donc peut-être qu'il y en aura un, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il y en aura trois. En fait, on n'a pas de limite sur le nombre d'industriels avec lesquels on veut travailler, parce que le but en fait c'est qu'on atteigne l'objectif avec différents industriels, et on est vraiment pour volonté de produire au plus proche en fait de nos lieux de vente. Donc on ne se ferme pas sur ça. Bien sûr, il y a des conditions minimum à respecter, c'est-à-dire qu'on veut quand même avoir les machines dont on a besoin, enfin ce genre de choses en fonction de là où on produit. On a besoin d'avoir en fait nos fournisseurs qui soient équipés comme il faut pour pouvoir faire en sorte de sortir un produit comme nos standards le demandent. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose sur la partie que je reprenne juste la question, est-ce que tu peux juste répéter la question, parce j'avais un autre truc en tête. En gros, c'est est-ce que tu as pour volonté de teindre là où tu as tes tissus, donc par exemple si c'est du coton indien en Inde, enfin moi j'ai des marques qui font comme ça, ou est-ce que ton objectif c'est aussi de redynamiser une filière, donc par exemple la France, vous êtes présent partout, mais est-ce que c'est aussi une deuxième cible de se dire tiens, on va se remettre en France, on va redynamiser ça en France? Ouais, donc en fait ma réponse c'est la même, c'est vraiment ça dépend du projet aussi du sport. Aujourd'hui, en fonction des projets, des stratégies, on va accompagner que ce soit plus localement ici, ou ça va être plutôt proche de d'autres zones. Il n'y a pas de réponse en fait, une direction claire sur le sujet. On est ouvert à ça. Et c'est la deuxième notion que je voulais aborder, c'est sur la partie volumétrie. Effectivement, Decathlon, on a des grosses volumétries. L'axe sur la partie teinture végétale ne concerne pas forcément nos gros volumes, dans le sens où aujourd'hui, il y a aussi des limites de capacitif au niveau des fournisseurs qui nous fournissent en fait ces pigments-là. Donc nous, on s'adapte vis-à-vis de ça, et on va faire plutôt en fait des collections qui vont être un peu plus éphémères, capsules, ce genre de choses, avec ce genre de technologie-là.
Mais par contre, en fait, on a d'autres axes de travail sur la partie éco-design et environnement, sur vraiment la partie teinture qui est l'axe qui consomme le plus avec la finition sur nos textiles. Et donc, on travaille énormément sur ça. La teinture végétale est une petite partie, je dirais même. Le plus gros morceau pour nous, il est sur, au vu de nos volumétries, hein, c'est pour ça que les enjeux sont différents. Et vraiment sur cette partie teinture classique, comment réduire en fait cet impact-là aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et alors sur un autre sujet où j'aurais bien voulu avoir ton avis, il y a donc cette fameuse entreprise anglaise Pincroft, donc on a reçu, qui elle travaille aussi sur les apprêts. J'ai cherché le mot. Les apprêts. Elle me confiait que voilà, ils étaient notamment beaucoup à s'activer en recherche et développement pour trouver des apprêts plus naturels, des cires, des cires végétales, bon, bref. Est-ce que vous aussi parce que vous êtes sur du textile technique, vous avez plein de produits déperlants, vous avez voilà, c'est vraiment c'est ça qui a fait le succès de Decathlon. Est-ce que c'est aussi des sujets que vous êtes en train d'explorer? Comment trouver garder votre exigence et votre niveau technique avec des solutions peut-être un peu plus végétales, un peu plus vertueuses? Oui, bien sûr. En fait, nous, dès qu'on peut avoir une action, que ce soit au niveau de la matière première, au niveau de la manière de teindre ou de la manière de finir, donc avec les apprêts, on cherche vraiment sur l'ensemble du processus tous les axes en fait qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir réduire en fait cet impact-là, que ce soit au niveau de ce qui est rejeté dans l'eau, que ce soit au niveau de ce qui va être consommé en énergie pour le créer, ou en termes de chimiquement parlant sur la partie toxico, etc., etc. Donc tout ça en fait on a vraiment plein de projets chez Decathlon qui permettent en fait d'avancer sur ces axes-là et qu'on creuse, on fait des essais, on essaie de voir ce qui se passe avec les différents fournisseurs d'après chimiques, on travaille avec eux aussi pour avancer sur le sujet. Donc Decathlon a vraiment pour volonté en fait de se transformer sur la partie éco-design et pas que depuis quelques mois, hein, ça date de quelques années. Et puis en fait du coup on avance petit à petit pour aller de plus en plus loin et d'être de plus en plus précis. D'accord. Alors je voulais te demander du coup tes partenaires, tu m'as un peu expliqué, ils sont un peu partout, tu vas choisir en fait en fonction, comme tu disais, c'est ça qui est intéressant aussi chez Decathlon, c'est qu'il y a des marques, avec chaque marque un projet et une stratégie spécifique, donc une réponse spécifique. Donc on a bien compris, tu te limites pas à la France et à l'Europe, tu raisonnes monde. Est-ce que tu as quand même constaté une avance sur la France ou pas par rapport à d'autres pays? Est-ce que tu as l'impression que sur la teinture végétale, on se bouge ou on est un peu à la traîne par rapport à d'autres? Alors oui, on se bouge en France. Ce qui matche pas trop peut-être avec nous, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, la partie volumétrie, c'est-à-dire que ça va être à des plus petites échelles. Et donc nous on a effectivement besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus standardisé et donc parfois en fait on ne trouve pas l'ensemble des réponses effectivement ici, mais le but aussi c'est de continuer à travailler en fait sur le sujet. Je pense que petit à petit le marché va mûrir, ça commence toujours par à petite échelle et petit à petit on grandit. Donc oui, il se passe des choses en France, on voit énormément de petites startups qui s'ouvrent, des personnes en fait qui essayent de travailler sur le sujet, etc. Et donc du coup, le textile en France, à un moment donné, était là, il est parti, et peut-être que là, est en train de revenir doucement. Donc en fait, ça se bouge, mais c'est vraiment pour moi encore le début, quoi. Ouais, parce que sur le podcast, on a aussi, tu sais, les partenaires sur les fibres naturelles, parce qu'en fait, on se rend compte que la teinture végétale prend beaucoup mieux sur des fibres naturelles. Donc on a eu la filière lin, la filière chanvre, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que ça y est, ça se relocalise en France, ça se redynamise en France, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Justement, à ce sujet-là, vous, est-ce que vous avez fait des tests teinture végétale, et si oui ou non, et est-ce que vous l'avez fait sur des fibres naturelles ou vous avez essayé sur des fibres synthétiques? Est-ce que tu as le droit de parler un peu de vos tests, sans rentrer trop dans le détail, mais des grandes notions? On a testé principalement sur le naturel parce que c'est ce qui était recommandé par ceux qui nous fournissaient en fait la matière pour faire de la teinture végétale. On commence à s'interroger aussi sur la teinture, sur la fibre synthétique parce qu'on fait aussi beaucoup de fibres synthétiques et en fait on commence à avoir sur le marché certains produits qui pourraient aussi nous permettre de teindre cette partie synthétique là. Donc en fait aujourd'hui c'est des essais qui sont en cours, on est en train de voir en fait ce qu'on peut faire. L'objectif c'est si on peut faire les deux, c'est tant mieux.
Et après, en fait, c'est au mieux de identifier chaque solution qui va bien avec quel type de fibre pour qu'on puisse savoir, en fait, comment on fait le truc. Et en fait, sur la fibre synthétique, il commence à avoir certaines choses où ça fonctionne. Ouais. Il y a des parutions, je suis les parutions scientifiques qui sortent et là c'est en train de bouger sur moi qui croyais que ça ne marchait que sur des fibres naturelles, en fait non, il y a c'est des polyesters justement, je pensais que c'était ça. Enfin bref, il y a des choses qui sortent donc à suivre, mais ouais, c'est hyper intéressant, du coup ça ouvre encore le champ des possibles. Il y avait un sujet dont on avait parlé toutes les deux tout au début, donc quand on s'était rencontrés, c'était la recyclabilité des fibres, etc. Pareil, ça je voudrais que tu nous en parles un petit peu. Parce que la loi, donc je pense que c'est la loi AGEC qui lance, on va dire vraiment le gros top départ sur l'histoire de la recyclabilité des fibres. Je voulais voir un petit peu avec toi, c'était quoi ton avis par rapport, toujours pareil, vous faites des gros volumes, vous avez une R&D puissante, vous avez de la recherche. Qu'est-ce que t'en penses et quel est ton retour là-dessus? L'axe sur la matière première, c'était l'axe qu'on a commencé à traiter en premier parce que c'était entre guillemets le plus simple. Donc tout ce qui va être recyclage en fait des fibres, et on voit en fait comment ça apparaître pas mal de filières de recyclage. Ça se met bien en place sur la partie textile également. On commence à mûrir en fait sur le marché sur cet axe-là. Donc nous, on a fait pas mal de transformations sur ces sujets-là. Vous pouvez voir des communications en magasin sur du polyester recyclé, sur du coton recyclé, ce genre de choses. Donc le marché, en fait, il a quand même pas mal accéléré sur le sujet. Il y a des problématiques sur chacune de ces différentes fibres-là, parce que quand tu recycles, forcément, il y a des performances qui sont moins fortes. Ça peut être sur de la ténacité, ça peut être sur du glochage, ça peut être sur plein de choses, en fonction des différentes solutions que tu vas explorer. Par contre, on essaie à chaque fois d'essayer de trouver l'ajustement qu'il faut bien ou la technique qu'il faut bien pour pouvoir continuer à donner à nos utilisateurs en fait les performances attendues. Donc ça, c'est un premier axe. Effectivement, la partie recyclabilité des fibres, c'est assez important. C'est pas simple parce que les filières de recyclage, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Comment on collecte, comment on trie, comment on réutilise, comment on traite et comment du coup après on transforme. C'est assez compliqué et Decathlon fait partie quand même du comité au niveau, il me semble, européen pour pouvoir avancer sur le sujet. On souhaite vraiment être acteur sur le sujet. Et après, en fait, cette partie recyclabilité, on est quand même assez confiant en fait sur la transformation du marché vis-à-vis des nouvelles technologies en fait de recyclage qui permettent quand même de plus en plus d'obtenir des performances proches du vierge, même si sur certaines typologies de fibres c'est moins le cas. Par exemple sur le naturel c'est un peu plus compliqué, mais on arrive quand même à sortir en fait des produits qui atteignent nos standards et en fait on ajuste nous derrière les processus pour que ça fonctionne bien. Donc je suis assez confiante en fait sur cette partie-là fibres recyclées. Et après il y a le gros morceau, je reviens quand même sur la partie la matière première, mais il y a aussi toute la partie finition et teinture qui reste, je veux dire, aussi très importante et qui en termes de consommation est assez importante sur le processus en fait de création du textile. Et en fait c'est le morceau aussi sur lequel on est en train de s'attaquer. D'accord. Et alors j'avais juste deux trois notions sur la recyclabilité des fibres. Moi je me posais la question de plusieurs choses. C'est les vêtements synthétiques sont souvent polymatériaux. T'as un peu d'élastane, un peu d'un tel. Ça complexifie aussi l'histoire du tri et énormément. Ouais, donc on est d'accord, c'est un peu comme en alimentaire, il vaut mieux avoir du monomatériau si on veut faire du recyclage à l'infini que des polymatériaux entre guillemets. C'est pareil pour le textile. Alors, recyclage à l'infini, ça va peut-être ambitieux. Par contre, même si on a du monomatériau, effectivement, on peut pas recycler à l'infini. Il y a toujours une limite à partir de laquelle, en fait, des performances vont diminuer sur ton polymère, finalement, ou ta cellulose si c'est de la matière naturelle. Donc, c'est plus facile au niveau du tri, c'est sûr, d'avoir de la monomatière et ça permet d'avoir une certaine circularité, en fait, qui est plus facilement mise en place. Voilà, je recycle mon produit, je refais mon fil, mon textile, produit fini, etc. Nous, on étudie en fait c'est quoi la limite aussi, combien de fois on pourrait recycler, etc. pour chacune des solutions. Et on est en train d'explorer aussi des solutions avec différents industriels sur comment faire quand on a du
la polymatière, parce que la polymatière, quand tu as de multimatières dans un textile, c'est qu'il y a une nécessité de l'avoir pour pouvoir répondre à une fonctionnalité. Ce qui, parfois, en monomatière, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est toujours là se dire, bon, le fait que j'ai plusieurs matériaux me permet de répondre à une fonctionnalité utilisateur et ce pourquoi mon utilisateur vient chercher ce produit. Par contre, comment je fais pour, en fait, traiter la fin de vie de ce produit-là à la fin? Donc, nous, cette question-là, on est en train de la traiter et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut, en fait, trouver des manières aussi de recycler quand même des matières, des polymatières. Alors, c'est très compliqué, on est vraiment en train de travailler le sujet, c'est pas simple, mais on explore, on fait des essais, on essaie de comprendre, et avancer sur le sujet, parce que je pense pas qu'on puisse en fait retourner vers de la monomatière pour l'ensemble des attentes utilisateurs qu'on a aujourd'hui. Ouais, ce qu'on me disait, c'est que l'élastane, c'est quand même, ça permet, enfin, on parlait de l'élastane, je sais plus, j'avais reçu quelqu'un sur les chaussettes, etc. On parlait de l'élastane qui est quand même un incontournable, même si tu essayes d'en mettre le moins possible, il est quand même pour le confort, l'utilisation hyper pratique. J'avais entendu aussi parler de, maintenant ils font des, je sais pas si c'est des bains enzymatiques ou je sais pas quoi, mais ils se servent de certaines enzymes pour dissocier les matières et les isoler, notamment pour les collants. J'avais lu ça, etc. Donc en fait, je me dis que comme la loi, comme tu dis, vous fait accélérer les entreprises, bah les solutions, vu qu'on a quand même de la ressource et beaucoup de chercheurs quand même en France, les solutions elles vont découler. Enfin, j'ai pas trop de doute là-dessus. J'avais une autre remarque. Est-ce que tu trouves ça pertinent de recycler par exemple des fibres naturelles comme le coton, le lin, etc. Est-ce que finalement ça les rend pas moins durables de les recycler? Est-ce qu'il faudrait pas les réparer? Les produits, tu veux dire? Ouais, parce que tu vois, je me dis, ok, de la fibre synthétique, je comprends, même si ça va un peu, comme tu disais, pas l'affecter, mais impacter sur certains paramètres. Sur la partie naturelle, en fait, ce qu'il faut se dire aussi, moi, je pense que il faut quand même réfléchir à c'est quoi la fin de vie de ces produits au final. Et donc, une des solutions, c'est la recyclabilité de ces matières-là. Oui, en fait, on va avoir des fibres plus courtes, donc des difficultés à refaire du fil, ce genre de choses. Mais c'est pourquoi aussi il y a différentes technologies de filature qui existent pour nous permettre, en fait, de pouvoir conserver ou de recycler au moins un minimum quelquefois cette matière-là, avant de se dire qu'il faudrait peut-être l'utiliser d'une autre manière en termes de fin de vie, et peut-être plus du textile et peut-être de l'isolant ou des choses comme ça. Donc, en fait, je pense qu'il y a différents axes. Il n'y a pas une réponse, en fait, à la matière naturelle. Je pense pas qu'il faut dire qu'il faut pas la recycler. Je pense que c'est intéressant, et au vu des volumétries qu'on a sur le textile, qui peuvent être générés, en fait, il faut avoir différents axes à explorer et à mettre en place pour pouvoir recycler cette matière-là, parce que finalement, cette matière-là, qu'est-ce que t'en fais si tu la recycles pas, des fois juste en circularité. Le but, c'est aussi au maximum rendre nos produits dans le cycle circulaire. Et donc ça en fait partie. Et on a des produits sur le marché qui existent avec du coton recyclé. Alors, on n'est pas en proportion 100%, c'est sûr, parce que du coup, ça serait effectivement un impact trop important sur le textile. Mais il y a quand même un certain pourcentage sur lequel on peut aller chercher ce genre de matière-là sur le textile. Ok, c'est super clair. Alors là, ce que je voulais te proposer comme petit exercice, c'est lever les préjugés sur la teinture végétale en mode ping-pong, c'est-à-dire, comme t'aimes le sport, en mode, je te donne des préjugés que j'ai collectés de toutes mes interviews, etc. Et toi, tu nous donnes ton regard de quelqu'un qui explore, qui recherche sur la teinture végétale à ton niveau, de ton point de vue. Le premier préjugé, c'est la palette de couleurs qu'offre le végétal est terne, restreinte. Moins vrai qu'il y a quelque temps. Ok. La résistance aux UV est complètement faible pour tous les colorants végétaux. J'ai pas de recul sur le sujet. Mais alors, dans ce qu'on avait dit déjà dans le début de nos échanges, c'est que tu as quand même des plantes grantin qui sont reconnues, même déjà dans le textile, comme qui tiennent mieux, tu vois, genre l'indigo, la garance, la razéda. Ouais. Là, c'est intéressant. La teinture végétale, il y a un préjugé qui dit que ça pollue, notamment l'eau, avec l'utilisation des métaux lourds dans certaines techniques de teinture. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Pour moi, ça dépend. Ça dépend quelle source, en fait, de pigments on sélectionne. C'est pour ça que nous, on prend vraiment le temps de regarder c'est quoi la source, en fait, du pigment. La teinture végétale, ça tient pas du tout au lavage. Ça dépend des coloris. De la classification de coloris, ouais. Mais en tout cas, t'as plusieurs classes.
Ouais, vas-y. En fait, on a plusieurs classes de coloris. En fonction des classes de coloris, il y en a qui tiennent mieux que d'autres. Et je pense que oui, on avance pour que ça devienne de mieux en mieux. Il y aura des limites, en fait, bien sûr, par rapport à de la teinture synthétique. Sur certains coloris, je suis plus rassurée que sur... Il y en a d'autres, il y a des coloris, on voit que ça tient pas bien, etc. Mais il y a des coloris sur lesquels je m'attendais pas. Je me suis dit, pas mal, en fait. Un autre préjugé, c'est la teinture végétale, ça occuperait tous les sols, enfin beaucoup de sols, on va dire agricoles. Si on devait teindre tous nos vêtements actuellement dans le monde, en fait, on n'aurait pas assez de sol disponible. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je suis plutôt d'accord, mais la teinture végétale, c'est une solution parmi d'autres. C'est ça. C'est pas la solution. On a eu justement une invitée qui avait fait ce calcul, donc elle avait calculé, elle, en 2018, que si on voulait teindre végétalement le coteau mondial, il faudrait la surface équivalente à la taille de la Belgique en culture de pigments d'indigo, de garance et de réséda, tu vois. Donc on a des chiffres. Donc elle a travaillé ça, c'est une scientifique, donc elle nous a sorti ce chiffre que je trouve génial parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout de notion. La teinture végétale, c'est beaucoup plus cher que la synthétique. C'est plus cher, mais aujourd'hui, ça reste gérable. D'accord. Ça dépend quel type de produit tu veux faire. Ouais, c'est toujours pareil. Et à quel prix, Mais en tout cas, toi, c'est pas un premier frein, c'est pas un frein pour toi, c'est pas le premier frein, le prix. C'est pas ça qui te... J'aurais bien aimé que les gens voient ta moue qui montre que, en fait, non, t'étais pas perturbé par le prix. Un autre préjugé, et là, tu l'as dit dès le début de l'interview, les industriels ne sont pas prêts à passer à la teinture végétale et il n'y a pas encore les capacités aujourd'hui. Il n'y a pas de grosses capacités et après, en fait, c'est un savoir-faire à acquérir. Et en fait, c'est chaque industriel va décider sur quel axe il a envie de travailler. Donc la teinture végétale, c'est une solution. Et s'il a envie d'explorer cette solution, il va forcément investir dessus. T'en as qui l'ont fait aujourd'hui, en Turquie notamment par exemple, en Inde aussi. Mais par contre, t'en as d'autres en fait qui décident de sélectionner un autre axe parce qu'il y a d'autres axes qui existent aussi. Okay. Donc ça dépend. Et dernier petit préjugé, c'était la teinture végétale est plus coûteuse en énergie que la teinture synthétique. Pour moi non. Aujourd'hui, ça dépend. Voilà, la seule chose qui va dépendre, c'est quelle méthode d'application en fait tu vas utiliser. Il y a plusieurs méthodes d'application. Il y a certaines méthodes d'application qui permettent en fait d'être soit au même niveau, soit en fait d'être même bien en dessous. D'accord, ok. Bah écoute, c'est intéressant d'avoir cette levée de préjugés d'un autre œil de quelqu'un qui, teste et est en train d'essayer de voir si ça peut être une des solutions. Qu'est-ce que vous faites en termes de transmission sur ces sujets-là, parce que là vous êtes dans une phase exploratoire, on va dire, de trouver la meilleure solution, comme t'expliquais, adaptée à la stratégie de la marque et aux produits que vous voulez avoir. Mais comment tu fais pour quand même mobiliser plus de personnes sur ce sujet-là et essayer de transmettre un peu ce que tu sais? Comment tu procèdes? Alors nous en fait on va avoir dans nos équipes on a une personne qui est référente sur le projet. Donc pour l'instant comme tu sais c'est en mode exploratoire. Le but c'est que derrière en interne on écrive en fait des e-learning et génial. Aussi finalement des solutions de se dire voilà moi demain je suis un concepteur sur le textile et je veux appliquer ça. C'est quoi en fait finalement les directives que je dois suivre, c'est quoi les contraintes que je dois avoir en tête au moment de l'application. En fait c'est d'avoir c'est des règles de conception qu'on va transmettre en fait à notre réseau d'ingénieurs qui vont travailler sur le sujet. Alors maintenant des petites questions plutôt d'inspiration. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré ou des sources d'inspiration sur la couleur végétale, la teinture? Est-ce que quand tu t'es plongé dans le sujet, tu as vu des gens qui t'ont inspiré, tu t'es dit tiens ça je vais creuser, ça c'est une bonne source d'infos? Ce que je t'ai partagé, alors c'est pas totalement de la teinture végétale, mais c'est un peu dans l'esprit. Quand j'étais à l'ITMA, ce que je disais un peu plus tout à l'heure, en fait, cette entreprise en fait qui récupérait en fait les produits finis et qui recyclait pour créer en fait de la poudre pour pouvoir en fait teindre de la matière. Et je trouvais ça très intéressant, je trouvais ça assez inspirant et assez intelligent. Alors ils sont à la phase d'études, donc à voir en fait d'un point de vue industriel ce que ça donne. Mais ça, je trouvais ça très très inspirant. Est-ce que tu as trouvé facilement des informations industrielles sur la teinture végétale? Est-ce que tu as galéré ou est-ce que ça a été assez accessible? Non, c'était plutôt compliqué. Quand on a quelqu'un en fait qui fabrique en fait finalement les pigments végétaux, on arrive à avoir certaines informations, mais c'est encore assez compliqué. Parce que nous on va quand même assez dans le détail pour bien comprendre le détail du processus, etc. C'est pas très simple.
Donc, est-ce que tu peux citer des événements pour toi qui sont à pas louper sur, si on veut entendre parler de la teinture végétale? Je crois que tu l'as déjà dit 2 fois. Ouais, l'ITMA. Ouais, on est d'accord. l'ITMA, et puis après tu vas avoir des salons. Je pense que, à mon avis, tout ce qui va être première vision, tu pourras retrouver des choses. Alors, il y a un autre salon en Allemagne, je me rappelle plus le nom. En fait, t'as plein de petits salons. L'ITMA, c'est vraiment le salon du textile tous les 4 ans sur lequel, en fait, il faut vraiment aller, parce que pour le coup, t'as vraiment un hall qui est dédié à la partie teinture, à la partie chimie, à la partie matières premières, fil, etc. Donc là, pour le coup, l'ITMA, pour moi, ça va vraiment regrouper tout. Alors, c'est juste tous les 4 ans. Est-ce que tu as une fibre de prédilection dans toi, ton aspect, ton métier? Donc, tu l'as dit, tu as des contraintes de transpiration, d'odeur, etc. Est-ce que tu as une fibre qui, pour toi, que tu préfères ou que tu aimes travailler? Moi, j'aime bien travailler. Alors, moi, personnellement, j'aime bien travailler les fibres cellulosiques, donc vraiment coton ou tout ce qui va être lyocell, modal, etc. Je trouve que c'est des fibres qui sont assez fraîches et je préfère en fait ce genre de toucher-là, moi, personnellement. Après, dans le domaine du sport, le polyester reste quand même sur la partie performance, en gestion de la transpiration, une fibre plus intéressante. Mais moi, je préfère tout ce qui est un peu cellulose. Est-ce que tu as des livres qui t'ont inspiré dans ton métier, donc dans le textile, etc., que tu aimerais recommander? Soit qui donnent une vision pour mieux comprendre ces métiers, ou qui, voilà, un livre qui t'a plu, qui t'a inspiré, que tu voudrais recommander? J'ai plus des revues de presse. Ou des magazines, ouais. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais. Plus des revues de presse, il y a un truc Textile Industrie que moi je suis pas mal, où tu as souvent en fait des nouveautés de ce qui se passe sur le marché. Ça peut concerner vraiment tout sur le textile. Moi c'est plutôt ça, je suis plus revue de presse que plutôt livre. Ouais. Ça s'appelle Textile Industrie? Ouais, je t'enverrai la référence si tu veux. D'accord, ok. Donc là c'est plutôt destiné on va dire aux entreprises textiles, c'est plutôt un truc pro. Ouais, c'est plutôt un truc pro, mais ça te regroupe en fait des articles sur vraiment tout sur le marché. Ça peut être sur la partie plus industrielle, comme ça peut être sur la partie un peu plus marketing. Enfin, ça regroupe tout. Dernière question, Zanib, est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais me recommander pour continuer à explorer ce sujet de la couleur végétale, de la teinture végétale, de l'emploi de ces colorants végétaux? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Moi, je pense peut-être quelqu'un, donc un industriel qui aujourd'hui, alors plutôt en Europe du coup, ou en France, why not, qui produit finalement ce pigment-là et qui sait l'appliquer. Et t'as un nom, je pourrais te partager le nom plus tard. Ouais, ok. Donc plutôt voir un industriel pour montrer que c'est faisable et que ça existe. Ok. Exactement. Est-ce que, Zanib, il y a une question que je t'ai pas posée, que t'aurais aimé que je te pose? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. On axe beaucoup sur la teinture végétale, c'est sûr, et moi à chaque fois je ramène un peu plus le sujet, un peu plus sur la partie vraiment prendre conscience en fait que la teinture végétale c'est une solution parmi d'autres et pas la solution. D'accord, ok. Bon bah nickel. Eh ben écoute Zanib, je te remercie. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.